La Ciotat Fréquence Nautique, merci de nous rester fidèles. Bon après-midi, les 15h passées de 2 minutes. Parole à la 9e, lancement aujourd'hui de la première émission qui est destinée, bien évidemment, à l'élection législative dans la 9e circonscription des Bouches-du-Rhône. L'émission est animée par Pascal Abadi qui reçoit aujourd'hui le député sortant et candidat UMP Bernard Deflesselles. Pascal, bonjour. Bonjour Lionel. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Monsieur Deflesselles, qui est d'ailleurs, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, dans le cadre de cette émission Parole à la 9e, puisqu'on avait envie cette année de recevoir l'ensemble des candidats pour parler un petit peu de notre circonscription, ce qui intéresse évidemment bien nos auditeurs qui sont. Est-ce que vous les avez tous trouvés, les candidats? Parce qu'il y a des candidats fantômes, paraît-il. Pas tous, mais une bonne partie quand même. En tout cas, merci d'avoir répondu présent donc à notre invitation. Donc je vais commencer cette émission donc en revenant un petit peu donc à la présidentielle de 2012. Donc le candidat sortant UMP Nicolas Sarkozy donc a été battu par François Hollande, 51,7% contre 48,3%. Pour vous, monsieur Deflesselles, pouvez-vous nous donner une réaction suite à cette défaite de l'UMP? Et ma deuxième question, d'après vous, à quoi elle est due cette défaite? D'abord de la tristesse, bien sûr, de la tristesse pour l'homme, pour Nicolas Sarkozy, que je connais bien, puis de la tristesse aussi pour mon pays. Écoutez, pendant 5 ans, il a eu affaire à une crise mondiale extraordinaire. Une crise d'abord des subprimes, vous en rappelez, c'était en 2008. Ensuite, une crise majeure de la monnaie, je pense à l'euro, je pense à l'Europe. Une crise économique, une crise financière, une crise des dettes des pays européens. Bref, il a fait face avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination, et je crois qu'il a protégé les Français. Je crois pas, même j'en suis sûr. Il les a protégés, puisque quand on se compare aux autres pays, par exemple à la Grèce, à l'Irlande, à l'Espagne, à l'Italie, eh bien on s'aperçoit que les Français ont plutôt été protégés. Il n'y a pas eu de baisse de salaire, pas eu de baisse des retraites, pas eu de baisse des minima sociaux. Bref, il a fait face avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Et écoutez, ensuite, quand on se compare aux autres pays européens, on s'aperçoit malheureusement que tous les gouvernements qui étaient en place, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont été balayés. Lui, il a résisté et fait même mieux que résister. Donc, je lui tire mon chapeau. Donc, vous pensez que si pendant les 5 ans qui viennent de passer, on aurait eu un autre président, quel qu'il soit, la situation aurait pu être pire? Écoutez, je vais vous faire un clin d'œil, on ne le verra pas à la radio, mais certains députés socialistes et puis beaucoup d'observateurs disaient, en levant les yeux au ciel, imaginez un instant si ça avait été Ségolène Royal, présidente de la République. J'en dirai pas plus. D'accord, merci d'avoir répondu à cette question. Je reviens également sur l'actualité en ce moment qui touche un petit peu l'UMP. Donc on le sait bien, l'UMP est dirigé donc par monsieur Copé. Qui, après la présidentielle, si ma mémoire est bonne, avait donné un seul mot d'ordre, c'est-à-dire le rassemblement et l'unité du parti pour affronter sereinement les élections législatives 2012, partout en France. Bon, apparemment, depuis quelque temps, on ressent un petit peu des désaccords et une petite bataille pour diriger le parti, qui est née plus ou moins entre l'ancien Premier ministre, M. Fillon, et M. Copé. Sur ce sujet, que pouvez-vous nous dire, monsieur écoutez, c'est très simple. Tous ceux ou toutes celles qui, par des petites phrases, par de mauvaises manières, pourraient mettre en péril les élections législatives, seraient immédiatement condamnés par l'opinion publique. Donc je crois qu'il y a eu une petite fenêtre où pendant 2-3 jours, certains se sont amusés, entre guillemets, à dire « et pourquoi ce ne serait pas le chef demain ?» Bon, tout ça n'a aucun sens. On s'en fiche, nos électeurs s'en fichent, ce qu'ils veulent c'est l'union. Écoutez, dans notre circonscription, l'union est totale, puisqu'on a fait l'union de toute la droite, je dirais, du centre, puisque évidemment il y a l'UMP, qui est la colonne vertébrale finalement de l'opposition aujourd'hui, donc de la majorité d'hier. Il y a évidemment le nouveau centre, il y a aussi le parti radical, bref. Nous sommes réunis et nous n'avons qu'un seul candidat dans cette bataille. On ne peut pas en dire de même de la gauche aujourd'hui dans notre circonscription. Oui, parce que je crois, si ma mémoire est bonne également, qu'il y a plusieurs candidats. Bon, écoutez, il y a plusieurs candidats, ça, à la limite, ça peut être légitime, c'est leur affaire. Mais en plus, à travers la presse, à travers les réunions, ils s'envoient quelques noms d'oiseaux. C'est le moins qu'on puisse dire. En s'accablant les uns et les autres. Bon, c'est leur affaire. Moi, j'ai rassemblé tout mon camp, et même un peu plus largement que mon camp, toutes celles et tous ceux qui sont de bonne volonté pour m'accompagner, je l'espère en tout cas, dans un nouveau mandat.
D'accord. Pour finir sur ce sujet, Monsieur de Flessel, bon, c'est peut-être pas d'actualité aujourd'hui, c'est vrai, je veux bien le reconnaître, mais pour vous qui avez côtoyé l'ensemble des hommes politiques du gouvernement qui est sorti il n'y a pas longtemps, vous diriez que pour vous, l'homme politique qui serait à la hauteur pour diriger l'UMP, ça serait plus Monsieur Fillon ou Monsieur Copé? Mais écoutez, il y a une logique institutionnelle et puis une logique, je dirais, de parti. François Fillon a été Premier ministre, chacun le sait, pendant 5 ans. Il a bien travaillé aux côtés de Nicolas Sarkozy. Il a mis en œuvre, je dirais, de nombreuses mesures, encore une fois, pour défendre les Français et les protéger. Mais le chef du parti, c'est Jean-François Copé. C'est le chef de guerre, si j'ose dire. 2 postes importants. Deux postes importants, bien sûr, qui ne doivent pas être antinomiques. Et donc, pour l'instant, eh bien, c'est Jean-François Copé qui conduit les destinées de l'UMP, qui conduit la bataille des législatives. Nous verrons bien après, nous avons le temps. Passons les étapes les unes derrière les autres. Ce qui nous importe, c'est la France. D'accord. Et les législatives dans un premier lieu. Et les élections législatives dans un premier lieu. Je voudrais rappeler quand même à nos auditeurs qu'elles sont cruciales pour la France, ces élections législatives. Pourquoi elles sont cruciales? Parce que si l'élection présidentielle est la clé de voûte des institutions, et donc elle est très importante, il ne faut pas que nos concitoyens pensent que les élections législatives sont des élections de seconde zone. Sûrement pas. Parce que vous allez avoir pendant 5 ans des députés qui vont faire ou défaire la politique de la France. Et c'est ça qui compte aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez une majorité, ou au contraire, si nous arrivons, nous, à prendre la majorité, eh bien la politique ne sera pas la même, bien évidemment. Et donc, d'abord, ce que je crois... J'entends la gauche qui nous explique qu'il faut une majorité pour le président de la République, très bien. Mais il faut un équilibre démocratique. Moi, on ne peut pas laisser tous les pouvoirs à un seul camp, c'est pas possible. On a été assez critiqué, soi-disant, en disant que nous avions un gouvernement et des opérations claniques. Mais attendez, aujourd'hui, il y a le président de la République qui est à gauche, le gouvernement qui est à gauche, le Sénat qui est à gauche. Nous avons les deux tiers des départements qui sont à gauche et nous avons 21 régions sur 22 qui sont à gauche. La seule région à droite, c'est l'Alsace. Et vous voudriez en plus que l'Assemblée nationale bascule à gauche. Mais ça voudrait dire à ce moment-là que tous les pouvoirs, comme ça ne s'est jamais produit dans la Ve République, seraient concentrés par un seul camp. Ça, c'est pas possible. Il faut un équilibre. Et donc, je fais appel, moi, aux électeurs de droite qui, légitimement, eh bien, c'est vrai, ont été déçus, peuvent se démobiliser, peuvent baisser un peu les bras. Non, faut y aller. Il faut se battre, il faut continuer. C'est un 3e tour et c'est un 3e tour fondamental pour la France. Puis moi, je voudrais dire qu'à l'aune des premières décisions du gouvernement, on le voit déjà depuis 3 semaines, eh bien, j'ai quelques inquiétudes. Quand on regarde les premières décisions du gouvernement, quelles sont-elles? J'ai vu par exemple que Mme Taubira, qui est le nouveau ministre de la Justice, qui au bout de 2 jours nous explique qu'elle va revenir sur, je dirais, les mesures qu'on a prises, nous, ancien gouvernement, sur la délinquance des mineurs. Enfin, attendez, c'est un très mauvais signal donné, je dirais, à ceux qui sont pour le maintien de l'ordre. Ça, c'est pas possible. Je rappelle qu'on avait mis en place des tribunaux correctionnels pour les mineurs de 16 à 18 ans qui encouraient plus de 3 ans de prison et qui étaient récidivistes. Quelle image nous donnons? Une image, de nouveau, les vieilles lunes socialistes, de laxisme, je dirais de la théorie de l'excuse. Ça, c'est pas possible. Deuxième mesure qui m'a fait frémir, qui est toute récente, qui a été annoncée par le Premier ministre il y a 3 jours, c'est que maintenant les forces de l'ordre vont être obligées, quand elles feront un contrôle d'identité, de délivrer un reçu ou un récépissé à celle qu'elles contrôlent. Mais on marche sur la tête. Non, mais justement, moi, je voudrais, monsieur le député, réagir là-dessus parce que pendant 5 ans, on a eu un gouvernement qui a dirigé la France, qui a pris certaines mesures, qui a fait certaines lois, mais qui s'est beaucoup basé sur l'Europe, puisque c'est vrai que la France fait partie de l'Europe. Et justement, sur le cas des policiers, on s'aperçoit que en Europe, plus précisément l'actualité actuellement donc au niveau de l'Angleterre, que ça se passe comme ça déjà au niveau des policiers. Faux. Je m'inscris en faux complètement. Regardez bien le dossier, je l'ai regardé de très près. La mesure a été stoppée en 2009 en Angleterre. A été stoppée. Absolument. Donc, et pour vous de devoir se justifier, bon, c'est pas sur une interpellation, c'est quelque chose. Vous vous rendez compte le signal qu'on donne à nos forces de police et de gendarmerie qui sont là pour maintenir l'ordre? C'est un désaveu, en quelque sorte. C'est finalement les mettre, je dirais, en contradiction avec le travail qu'elles font toute la journée. Vous vous rendez compte? Vous voyez, alors, monsieur Dupont, oui, bonjour. Alors, monsieur Dupont, alors, je vous ai contrôlé à telle heure aujourd'hui. Alors, je vous donne un récépissé, puis moi, je vous donne mon nom, je vous donne mon matricule. Mais où va-t-on? Non, mais où va-t-on? Encore une fois, c'est, je dirais, la théorie de l'excuse, c'est le laxisme, et donc je suis contre. Puis il y a d'autres décisions qui sont en train d'être prises, qui m'inquiètent également. Écoutez, moi j'ai bien lu le programme de M. Hollande, 60 mesures. Il n'y a pas une mesure
de lutte contre les déficits. Relisez le programme de M. Hollande, il n'y a pas une mesure qui lutte contre les déficits. Et les premières décisions qui sont prises, c'est simplement des dépenses publiques compliquées. Il y a un exemple qui vient de tomber aujourd'hui, c'est pas vieux, c'est le rapport de Bercy et celui de la Cour des comptes qui est tombé il y a 3 jours. Cour des comptes qui, je le rappelle, est présidée par un ancien député socialiste. Je croyais qu'on gouvernait avec un clan. Eh bien, le président de la République avait choisi de nommer à la Cour des comptes, qui est un organisme extraordinairement important dans notre République, un député socialiste. Je rappelle que ce rapport de la Cour des comptes et celui de Bercy qui vient de tomber aujourd'hui nous expliquent qu'il faut faire évidemment des économies, réduire les dépenses publiques. Ils vont même jusqu'à dire qu'il faut reconduire, ce que veulent supprimer les socialistes, la règle des 1/2 sur les fonctionnaires. Ils disent même qu'il faudrait aller peut-être sur la suppression, la non-reconduction de 2/3 des fonctionnaires. Ensuite, il y aurait des économies de plus de 5 milliards à faire. Bref, je veux dire, on va à l'encontre de toutes les recommandations à la fois de Bercy et de la Cour des comptes. Puis, mais monsieur le député, je permets de vous couper. Ouais. Lutter contre les déficits aujourd'hui en France, ça a été une priorité du gouvernement. Bah oui, mais comment on peut, par ces temps de crise, expliquer un petit peu à nos concitoyens comment on peut arriver à maintenir de l'emploi, à maintenir quelque chose d'économique possible pour la France tout en faisant des économies en permanence. C'est un équilibre qui est difficile à trouver, bien évidemment, mais il faut le faire. Le signal donné, si vous voulez, aux autres pays en Europe, qui a été fait d'ailleurs par l'Allemagne et par d'autres pays, c'est de dire à la fois il faut réduire nos déficits et notre dette, et de l'autre côté, faire en sorte de ne pas annihiler la croissance. Quand j'entends par exemple le gouvernement socialiste, le Premier ministre en tête, dire la croissance, mais tout le monde veut de la croissance. La question, c'est de savoir comment on fait de la croissance. Les socialistes ont pris une voie, c'est la voie des dépenses publiques et de dépenser plus, disant ça va soutenir l'emploi. Nous disons que ce n'est pas la bonne voie. Il faut évidemment miser sur l'innovation, miser sur la compétitivité de nos entreprises, sur la baisse du coût du travail pour être de nouveau compétitifs, redonner du muscle à nos entreprises, à nos PME, à nos PMI en particulier. Mais sûrement pas continuer, je dirais, à dépenser toujours plus. Puis il y a d'autres mesures, moi, qui ne me conviennent pas. On parle par exemple, je ferai le lien par exemple avec la Ciotat, on parle par exemple de l'augmentation de la TVA sur la restauration. On voudrait la repasser de 7 à 19,6. Ça, c'est dans les plans du gouvernement, dans les mesures à prendre dans les semaines qui viennent. Ce serait catastrophique pour nous. Nous vivons du tourisme en particulier, pas simplement, mais nous vivons du tourisme. La France est le premier pays qui accueille le plus grand nombre de touristes au monde. 75 millions de touristes étrangers viennent visiter la France parce que c'est un très beau pays, parce qu'on a un patrimoine architectural fantastique, culturel, etc. Bon, et c'est une industrie, entre guillemets, le tourisme qui crée énormément d'emplois, qui maintient des emplois et qui maintient un vrai service. Bon, donc faisons attention. Là aussi, ce serait un mauvais signal donné, je dirais, en particulier à des villes qui se développent, par exemple, comme la Ciotat. Bon, monsieur de Flessel, je vais essayer je terminerai par 2 mesures qui m'inquiètent également. La première, c'est le vote des étrangers. Ça mérite 30 secondes d'explication. La gauche nous explique qu'elle veut faire voter les étrangers. Je suis résolument contre. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que le droit de vote est lié intimement à la nationalité. Depuis notre République, depuis pratiquement 2 siècles, c'est le lien entre le vote et la nationalité. Vote celui qui est français. Allez dans tous les autres pays du monde, allez aux États-Unis, vous avez une green card pour travailler, allez au Canada, allez partout, vous votez pas. Bon, alors moi j'entends bien l'argument de la gauche qui nous explique oui, mais alors des étrangers qui sont là depuis 5 ans, depuis 10 ans, qui payent leurs impôts. Très bien, mais s'ils veulent voter, qu'ils demandent la nationalité française. Mais qui ne restent pas avec leur propre nationalité en ayant en plus le droit de vote. Ça, c'est pas possible. Puis la deuxième... On parlait au niveau des élections municipales, bien sûr. Oui, mais vous savez que c'est la porte ouverte. On commence par les élections municipales. Vous savez très bien ensuite que les élections sénatoriales sont à base des municipales, etc., etc., etc. Donc je suis contre. Vous avez peur que ça fasse boule de neige après derrière. Je suis contre. Et puis il y a une deuxième mesure, c'est la régularisation massive des sans-papiers. Là, c'est pareil. Je crois que nous sommes dans une période difficile, vous l'avez dit vous-même, on a 10% de chômage, on a du mal à pourvoir du travail aux Françaises et aux Français. Il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on diminue les flux migratoires, je pense qu'il faut même les diminuer par 2, il ne faut sûrement pas faire l'inverse, c'est-à-dire régulariser en particulier ceux qui sont en situation irrégulière. Ça, c'est pas possible non plus. Voilà, vous voyez qu'au final...
En 3 semaines, il y a beaucoup de signes qui sont des signes, je dirais, inquiétants, à la fois pour notre économie, à la fois pour la cohésion sociale, à la fois aussi pour les problèmes de société. Et donc, c'est pour ça que, évidemment, je me bats et je continuerai à me battre pour porter une voix forte à l'Assemblée nationale. Très rapidement, Monsieur Deflessel, pour vous, qu'est-ce qui a fait pendant ces 5 ans que la France ait résisté plus que d'autres pays européens à cette crise? La France a résisté d'abord parce qu'elle avait à sa tête un capitaine courageux. Un capitaine courageux. Qui a tenu le navire. Qui a tenu la barre, qui a tenu, passez-moi l'expression un peu triviale, la baraque. Bon, on l'a vu dans des autres pays. Comment ça s'est terminé? Regardez M. Berlusconi comme il a terminé, M. Zapatero en Espagne, regardez en Grèce, regardez en Irlande. Tous les gouvernements ont été pulvérisés par l'opinion publique. Donc, c'est une des raisons. Puis, ensuite, bien sûr, je dirais, il s'est opposé à des mesures néfastes. Il a voulu, je dirais, continuer à réformer l'autonomie des universités. Il y a toute une série de réformes qui ont préparé l'avenir et qui ont préparé notre pays à mieux résister. Voilà, mais dans une période de crise extraordinairement difficile. Je rappelle quand même pour nos auditeurs que c'est une des plus violentes crises depuis 1929, depuis la chute de Wall Street, vous imaginez. Avant de poursuivre mes questions, je voudrais, pour nos auditeurs, c'est vrai qu'on a remarqué depuis un certain nombre d'années que les élections législatives sont pas très bien connues de nos concitoyens. Est-ce que vous pourrez rapidement expliquer ce qu'est le rôle d'un député et quelles sont les missions d'un député, telles sont importantes pour la France, à nos auditeurs, pour que les gens puissent prendre conscience de l'importance de ces législatives? Je crois qu'il y a 3 missions essentielles. En tout cas, c'est comme ça que je conçois mon mandat de député, que je l'ai conçu depuis des années. La première, c'est bien sûr de faire la loi, de légiférer. C'est donc finalement de mettre en œuvre la politique qui est portée par le gouvernement et par le président de la République. Ou de s'y opposer, c'est notre cas aujourd'hui, parce qu'on estime que c'est un mauvais projet pour la France. La deuxième mission du parlementaire, c'est de contrôler le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a un rôle de contrôle des politiques publiques du gouvernement. Et la troisième mission, elle est plus diffuse, mais elle est très très importante. En tout cas, c'est comme ça que je la conçois, c'est comme ça que je l'applique, c'est comme ça que je la vis finalement au quotidien. Eh bien, c'est d'être sur le terrain pour porter les projets de sa circonscription. C'est-à-dire défendre sa circonscription. C'est-à-dire finalement, moi, ma circonscription, c'est la 9e circonscription des Bouches-du-Rhône. Vous savez qu'elle est calée entre Marseille et le Var. C'est une très belle circonscription, l'une des plus belles de France. Ça fait d'ailleurs hurler mes collègues quand je dis ça à Paris, mais c'est la réalité. Bon, je ne vous fais pas un dessin entre la baie de la Ciotat, les calanques de Cassis, Aubagne, je ne vais pas citer toutes mes communes, mais elles sont toutes merveilleuses. Bon. Et donc, un député, ça doit défendre sa circonscription, c'est-à-dire faire en sorte d'aller porter la parole de nos concitoyens à Paris, les projets, à travers les lois, mais surtout aller défendre nos projets. Et défendre nos projets, c'est les défendre vis-à-vis du gouvernement. C'est les défendre finalement vis-à-vis de ceux qui ont les manettes et les manettes financières. C'est ce que j'ai fait tout au long de ces années. Et je crois que c'est très très important. Alors, je ne veux pas faire un bilan exhaustif de tout ce que j'ai fait, mais je me suis vraiment attaché, à la fois par un travail de proximité, en recevant mes administrés. Je fais des permanences toutes les semaines, à Aubagne, à La Ciotat et dans toutes mes communes. Bon, je reçois les gens, je fais des interventions depuis des années et des années et des années pour essayer. Proche des concitoyens. Absolument. Donc il y a une idée de proximité, mais il y a surtout le fait de défendre des projets. On va peut-être en parler, en particulier des projets de La Ciotat, avec bien sûr mon ami Patrick Boré, le maire. Nous avons travaillé de concert avec les autres maires également de notre circonscription. Mais oui, je crois qu'on a fait un travail utile pour nos concitoyens. D'accord. Au niveau des dernières élections législatives de 2007, sur la 9e circonscription, plus précisément La Ciotat-Aubagne, vous êtes arrivé en tête dès le premier tour, je rappelle, avec 51,83% des voix. Pensez-vous refaire le même score qu'en 2007 ou est-ce que vous pensez que certaines choses ont pu changer ? Écoutez, si je le pense, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, bien évidemment, que ce soit au premier ou au deuxième tour, l'important, c'est de gagner. C'est-à-dire de continuer le travail qu'on a accompli, qu'on a entrepris, en particulier avec mon suppléant, qui est le maire de La Ciotat, Patrick Boré. Alors après, c'est les électeurs qui trancheront. En tout cas, d'après les sondages que nous avons, qui n'ont pas été faits d'ailleurs par moi-même ni par mon camp politique, il a été fait par d'autres, je serai a priori largement en tête. Moi, vous savez, je suis toujours précautionneux. La politique, c'est une école d'humilité. C'est une véritable école d'humilité. Tous les compteurs sont mis à zéro, c'est une nouvelle élection. Et donc, vous vous présentez devant les électeurs en disant ce que vous voulez faire.
quelle motivation vous pousse à défendre vos idées, vos valeurs, vos convictions, à Paris, à l'Assemblée nationale, bien sûr, mais aussi ici, dans votre circonscription. Donc, tous les candidats vous diront qu'ils espèrent faire le meilleur score possible. Je ne dérogerai pas à cette règle, mais je suis très prudent. Vous savez, les sondages, quand ils sont bons, ils démotivent souvent, ils démobilisent, et quand ils sont mauvais, eh bien, passez-moi l'expression, ils vous mettent la tête à l'envers. Donc, ne regardons pas trop les sondages, faisons notre travail honnêtement, et puis, eh bien, les électeurs, bien sûr, trancheront et décideront dimanche. Pour rebondir sur ce que vous dites, monsieur le député, suite à l'élection donc, du nouveau président de la République, monsieur François Hollande, bien évidemment qui représente le Parti socialiste, c'est vrai que vous avez passé 5 ans en tant que député sortant avec une majorité UMP, donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de projets et beaucoup de soutien majoritairement. Un peu plus large, voilà. C'était pas simplement que l'UMP, il y avait le centre et bien sûr et le Parti radical. Bien sûr, mais là avec donc on va dire une majorité de gauche, comment vous comptez faire pour pousser vos soutiens, obtenir des financements? Exactement de la même façon. C'est le député, il bagarre et il bagarre pour ses concitoyens. Moi, j'ai 121 000 habitants dans ma circonscription. Je ne regarde pas s'ils sont de droite ou s'ils sont de gauche. Alors, toutes les actions que je menais dans ma circonscription, quelles que soient les communes et la couleur des communes, ont été équitables. J'en veux pour preuve que, par exemple, dans les communes qui ne sont pas favorables, par exemple comme La Penne-sur-Yvonne, comme Cuges, ou voire comme Aubagne, eh bien, j'ai défendu des projets sans mettre en avant mon drapeau politique ou mon étiquette politique. Je crois que ça, c'est une vraie conviction. Les habitants de La Penne-sur-Yvonne, de Cuges, d'Aubagne n'ont pas à pâtir, si vous voulez, du fait qu'ils ont un député communiste et que le député de l'UMP ne pourrait pas les servir. Donc, en tout cas, c'est ce qui a fondé mon action politique. J'ai essayé, les clubs sportifs, les associations, les entreprises, tous les grands projets, j'ai essayé de les porter, je dirais, du mieux que je peux. Donc pour vous, le fait d'avoir un gouvernement qui a basculé à gauche ne sera pas un souci dans les projets éventuels si vous êtes réélu? Il faudra se battre d'autant plus, et puis on verra bien comment les ministres du gouvernement régleront les problèmes. Ils auront eux aussi à faire face à des circonscriptions qui sont à droite, et pour autant, ils devront évidemment prendre en considération les élus de ces circonscriptions, et puis bien sûr leurs habitants. C'est ça la République. Bien sûr. Je reviens, monsieur le député, bien évidemment, sur l'élection présidentielle de mai dernier, où on a vu que le Front National, dirigé par Marine Le Pen, est arrivé avec une grande surprise assez haut, puisqu'elle a eu 17,9% des voix sur l'ensemble du territoire. Pour vous, avec votre expérience de député, puisque je crois que vous allez brider votre 4e mandat, comment expliquez-vous cette montée en puissance du Front National depuis quand même plusieurs années? Et ne pensez-vous pas, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on attend quand même régulièrement au niveau des auditeurs, des concitoyens, que la montée du Front National ne soit pas due quand même aux hommes politiques qui, certaines fois, comme disent certains concitoyens, s'éloigneraient de plus en plus des attentes des concitoyens. Je crois qu'il faut arrêter de fustiger les électeurs du Front National. Moi, je ne discute pas avec les états-majors, avec les hommes ou les femmes politiques du Front National. Mais ce qui m'intéresse, c'est de convaincre les électeurs. Il y a 18% de gens qui ont voté pour Marine Le Pen. Ce ne sont pas des Martiens. Ce ne sont pas des Martiens, ce sont des Françaises et des Français. Non, mais des Françaises et des Français, d'abord, avant d'être des électeurs. Bon, et ils ne sont pas racistes ou, comme je l'entends souvent, xénophobes, etc. Une toute petite frange. Mais les autres, pourquoi ils ont voté? Parce qu'ils ont voté parce qu'ils étaient plutôt désespérés, parce qu'ils estiment que les choses n'avancent pas assez vite, parce qu'ils pensent que le Front National a des solutions miracles qui va régler tous les problèmes. La crise peut-être est passée par là aussi. Mais bien sûr, le terreau est toujours favorable pour les extrêmes, qu'ils soient de gauche, d'extrême gauche ou d'extrême droite, lorsqu'il y a crise, bien évidemment. Et donc, quand on est républicain comme moi, quand on porte des valeurs comme moi, on s'adresse à tout le monde, sans exclusive. Voilà. On ne s'adresse pas aux états-majors, on ne fait pas des combinaisons politiques ou politiciennes, on essaye honnêtement de régler le maximum de cas et puis de faire en sorte que, je dirais, nos concitoyens puissent regarder l'avenir avec, je dirais, un peu d'espoir. C'est compliqué, c'est difficile, on est dans une crise extraordinairement forte. Peut-être que les Français n'ont pas compris complètement, même s'ils sentent bien les choses, quand même ils le sentent dans leur quotidien, mais n'ont peut-être pas compris tout à fait la profondeur de la crise. On est passé à 2 doigts de la catastrophe, dans la zone euro.
le problème de la Grèce n'est toujours pas réglé. On ne sait pas ce qui va sortir des urnes le 17 juin. Comment la Grèce et comment le nouveau gouvernement grec va prendre à bras-le-corps les problèmes. C'est très complexe, c'est très compliqué. Il ne faut pas désespérer les Grecs qui, c'est vrai, s'inquiètent de voir leur retraite baisser, de voir leur salaire baisser, de voir le chômage prospérer. En Espagne, c'est aussi une situation difficile. Et donc, on le voit même aujourd'hui, je veux dire en France, je pense que l'inquiétude des Français aussi, c'est par rapport à l'industrie. C'est vrai qu'on voit depuis quelques temps même elle est quand même pas de même nature. Hein. Quand on se compare à l'Irlande, à la Grèce, à l'Espagne ou à l'Italie, fort heureusement, encore une fois, je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit au départ de notre interview, mais heureusement qu'on a protégé les Français. Alors, à leurs yeux, peut-être pas suffisamment, c'est pas impossible. Mais bien sûr. Mais dans une crise mondiale comme celle-là, je dirais que il faut faire la part des choses. Moi, ce qui m'intéresse également, et je voudrais qu'on y consacre peut-être 2 ou 3 minutes, c'est peut-être sur ce qu'on a fait à La Ciotat, et en particulier dans notre circonscription. C'est sur le bilan. Bien sûr, on parlait par exemple du rôle du député qui doit se battre à Paris pour essayer de capter des crédits. Moi, je me suis battu par exemple pour de grands projets. Alors, il y en a un qui concerne un tout petit peu moins La Ciotat, mais je pense à la 3e voie ferrée entre Marseille et Aubagne, qui est fondamentale. D'ailleurs, pour les Ciotadins, les Cassidins, pour les Toulonnais qui viennent travailler à Marseille, quand on voit la saturation de l'autoroute Est, elle sera mise en œuvre fin 2014, donc ça va être je dirais une avancée notable. Et puis à La Ciotat en particulier, je me suis battu avec le maire, bien sûr, avec les élus, pour faire prospérer notre territoire. Je prends quelques exemples très simples. L'hôpital, par exemple. On a reconstruit un hôpital, un pôle public-privé neuf. J'ai demandé à l'État d'investir 42 millions d'euros dans ce nouvel hôpital qui est flambant neuf, qu'on vient d'inaugurer, qui est remarquable. Bon, je viens d'obtenir le fait qu'on puisse avoir un IRM en 2013, c'est-à-dire l'année prochaine, de façon à soulager finalement les patients qui attendent 3 semaines, 1 mois, voire 2 mois pour avoir un examen qui est vital pour leur santé. J'ai investi également de ma réserve parlementaire pour du matériel médical dans l'hôpital. J'ai obtenu un nouveau commissariat flambant neuf à La Ciotat. Ça n'a pas coûté 1 centime aux Ciotadins, 1 centime à la mairie. C'est un investissement de 6 millions d'euros. Un commissariat. Pris par l'État complètement. Complètement. On a un commissariat. La commune a joué le jeu. Elle a donné le terrain pour 1 euro. Et ensuite, c'est l'État qui a financé complètement cette nouvelle réalisation. En matière de culture, par exemple, on s'est battu pour l'Éden. Ça y est, on boucle le dossier de l'Éden. C'est quand même un patrimoine extraordinaire pour La Ciotat. Il a fallu faire venir M. Mitterrand, l'ancien ministre de la Culture, faire en sorte qu'il amène son obol, que les collectivités locales également payent leur obol. Bon, je pourrais multiplier les exemples en matière de culture. J'aide les manifestations comme 1720, qui est très connue, qui est un très beau rayonnement pour La Ciotat. La Maison Rite, tout récemment, qui est une belle association culturelle. On va refaire le musée. Là aussi, je me suis engagé financièrement pour qu'on démarre les travaux dès octobre-novembre pour refaire le musée. Toutes les associations, les clubs sportifs. En matière d'emploi, on a poussé les feux sur la zone Athélia, sur évidemment le chantier. On a fait des actions très importantes dans l'habitat, pour le Carré Saint-Jacques, pour les jardins de la ville. Là aussi, on a un jardin au cœur de ville qui est magnifique. Bref, on s'est battu. Et ça, ce sont les actions simplement dédiées à La Ciotat, mais j'en ai pour toutes les autres communes. Bien sûr. Donc voilà à quoi ça sert un député. Moi, je veux bien qu'on se compare, mais qu'ont fait les autres ? Qu'ont fait les candidats majeurs qui me sont opposés, le candidat du Front National, on l'a quasiment jamais vu. Qu'est-ce qu'elle a fait pour nos concitoyens ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour nos habitants de La Ciotat ? Qu'est-ce qu'a fait monsieur, comment il s'appelle ? Grandjean, je crois, c'est ça. Grandjean, ouais. On sait pas qui c'est. Personne ne sait qui c'est. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous ? Il arrive, il dit voilà, je suis candidat. Attendez, je veux dire, c'est fou quand même, y compris celui de Modem, M. Auriuel, qui est un Aubagnais et qui n'a jamais rien fait pour La Ciotat. Bon voilà, attendez, je ne veux pas dénigrer la concurrence, mais quand même, ce que je demande à vos auditeurs, à nos concitoyens, c'est quand même de voir qu'on s'est battu, on continuera à se battre, à porter ses projets, ses valeurs et ses idées, à la fois, encore une fois, au niveau national, mais aussi pour nos projets, parce qu'on a toute une série de projets à venir, en particulier aussi à La Ciotat, en connivence avec la mairie qui bouge bien. Monsieur Lefebvre, ça une petite question aussi, oui, parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à la crise, beaucoup de Français, de Ciotadins, d'Aubagnais ont souffert quand même quelque part au niveau de la perte d'emploi, au niveau de l'industrie qui ne sait pas trop où elle va. Bon, c'est normal, comme vous l'avez dit, on est dans une crise sans précédent. Qu'est-ce que peut faire, à votre niveau, un député
face à des entreprises qui vacillent comme ça? Est-ce que vous allez rencontrer les directeurs? Est-ce que vous trouvez des solutions? Bien sûr. D'abord, première chose, il faut savoir que l'Est du département et notre circonscription, il n'y a pas de satisfecit, il n'y a pas de gloriole à en tirer, mais elle a un taux de chômage qui est bien plus faible que tout le reste du département des Bouches-du-Rhône, et en particulier de Marseille. Ça veut dire qu'ici, on s'y est peut-être un tout petit peu mieux pris. On a des zones industrielles qui fonctionnent bien. Alors, je vais reprendre le cas de La Ciotat. Vous savez qu'on a Atelia, il y a pratiquement 4000 emplois à Atelia. On y a installé des centres très très importants. J'ai le souvenir d'avoir milité pour qu'on installe il y a quelques années le centre de recherche et développement de Gemalto, qui est une entreprise à vocation mondiale. Bon, on est en train de boucler le dossier pour Atelia 5. Il y a une vraie demande des entreprises pour venir s'installer à Ciotat. Or, il n'y a plus de terrain, donc on a obtenu de l'État Atelia 5. On va ouvrir 50 hectares supplémentaires, donc 40 utiles pour l'emploi à la Ciotat. Ça ferait combien d'emplois à peu près d'après les estimations? On verra, mais on n'a pas fait d'estimation parce qu'il faut être modeste en l'occurrence. Mais on a déjà des réservations, on a déjà des gens qui, alors que le premier coup de pioche n'a pas encore été donné, que les autorisations sont en cours. On a déjà des entreprises qui veulent s'installer, qui veulent réserver des terrains, etc. On va faire une zone high-tech, on va faire une zone à haute valeur ajoutée. Bref, regardez par exemple l'affaire des chantiers. Bon, quand on a connu La Ciotat, en 10 ans, les choses ont quand même évolué. Tout le monde s'y est mis. Il faut être honnête, il ne faut pas tirer la couverture à soi. Sur l'affaire des chantiers, par exemple, tout le monde s'y est mis. Le conseil général a aidé, le conseil régional a aidé. Ceux qui étaient sur le site, je pense à Pierre Tida qui a maintenu aussi une certaine flamme, une âme sur le chantier. Tout le monde s'y est mis. C'est pas le député qui tire la couverture à lui. Regardez, il y a déjà 600 emplois. Bon, il y a un avenir de nouveau pour ce site. Bref, le message que je voudrais faire passer à nos amis ciotadins, c'est que quand on est à l'extérieur de La Ciotat et qu'on parle de La Ciotat, en particulier à Paris, dans d'autres sphères, on s'aperçoit que cette image, elle a été redorée, si vous voulez. Les gens commencent, quand ils en parlent, à avoir un peu des crépitements dans les yeux en disant ah oui, La Ciotat, ouais. La Ciotat est de retour. Voilà. La Ciotat est de retour. Le maire a un beau concept. Il veut la mettre sur le chemin de l'excellence. Il a raison. Je crois que c'est une dynamique qui est en route. Bon, et dans notre circonscription, en termes en tout cas d'emploi, en termes, je dirais, de réalisation, on est encore une fois sans satisfecit. On a fait pas mal de choses. Bon, mais il y aura toujours des gens qui seront malheureusement en difficulté, qui souffrent, qui cherchent un logement. On continue à construire, on continue à essayer de se bouger, comme on dit chez nous, se mobiliser pour réduire, je dirais, les petites fractures qu'il y a entre certains types de populations. Il y a par exemple l'ANRU, qui est piloté par la ville de La Ciotat, qui est un formidable programme de rénovation urbaine. Je dis, on en fait. Mais on est là pour ça. Je veux dire, vous savez, une candidature à une élection législative, c'est une candidature de pugnacité, de détermination. C'est un acte de foi, en fait, de faire de la politique. En tout cas, c'est comme ça que je le prends. C'est du lundi au dimanche. C'est tout le temps, c'est toute l'année. Voilà. Bon, alors, on est souvent critiqué. Les hommes politiques n'ont pas une bonne image, c'est vrai. Bon, d'ailleurs, comme les journalistes. On est au fin fond du classement, nous, avec les journalistes. C'est comme ça. C'est comme ça. On estime qu'on a le pouvoir et donc on fait pas assez. Bon, c'est pas toujours faux, bien sûr. Mais croyez-moi qu'on y met de la détermination et du cœur à l'ouvrage. Monsieur De Flessel, j'ai 2 petites questions. On va essayer d'aller rapidement parce que le temps c'est vite, Pascal. Oui. Premièrement, au niveau, donc je voudrais savoir un petit peu pour le mandat qui arrive, si vous êtes réélu, vos projets, et puis également, je voudrais revenir sur quelque chose aussi qui divise un petit peu en ce moment, sur tout ce qui est mariage des homosexuels, des gays. C'est vrai qu'on a vu un président qui était un petit peu entre les deux passer un moment. C'est vrai que l'Europe avance, la vie évolue. Il y a beaucoup de pays européens qui s'y ont mis, quoi. Pardon, excusez-moi, je vais arriver à parler. Et je voudrais savoir votre position là-dessus, parce que j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas très favorable, et savoir pourquoi. Voilà, rapidement, s'il vous plaît. J'y suis pas favorable. Pourquoi ? Moi, je crois qu'on a fait des avancées avec le PACS. C'est une bonne avancée et je crois qu'il faut peut-être encore continuer à l'améliorer. Il y a des gens qui sont en couple depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. L'un des conjoints disparaît et cette personne se retrouve démunie juridiquement, etc. Donc il faut continuer à faire avancer cela. Ce que je ne veux pas, c'est la coller au nom de mariage. Voilà.
Mariage, c'est autre chose. Ça a fondé notre civilisation, notre société, et c'est ça qui m'embête. Voilà. Voilà. C'est donc j'ai rien, bien évidemment. J'ai pas mal d'amis qui sont homosexuels. Ils le revendiquent pas haut et fort. D'ailleurs, ils sont d'une grande discrétion. C'est de l'intime. C'est la vie privée. Mais je veux pas y accoler le terme mariage. Voilà. Je préfère que... C'est la famille, en ce moment, elle est bouleversée, elle est bousculée aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, il y a un projet qui me va pas bien, moi, dans le programme de M. Hollande, c'est de remettre en cause le quotient social, le quotient familial. Le quotient familial, c'est quoi? C'est la possibilité, finalement, pour les familles qui font des enfants, de déduire cela de leurs départs, les fameuses parts, demi-parts de leurs impôts. Bon, bah voilà. Je crois que c'est pas un bon projet. La politique familiale, elle date de 1945, de l'après-guerre. Elle a fait consensus. Et c'est une bonne politique parce qu'aujourd'hui, la France a le meilleur taux de natalité en Europe. C'est l'avenir de notre pays, ça. Hein, vous vous rendez compte qu'on va rattraper l'Allemagne. L'Allemagne a 80 millions d'habitants, nous on en a 65. Les statisticiens, les démographes vous disent que dans quelques décennies, en 20 ans ou 25 ans, on aura dépassé l'Allemagne. Donc on a une bonne politique familiale. Il faut évoluer quand même avec le temps là-dessus. Oui, bien sûr, mais on le fait, mais par petites doses. Il ne faut pas brusquer notre société aujourd'hui. Elle est fragile. La famille est fragile, la cellule familiale est fragile, c'est complexe, c'est difficile, allons-y par petites touches, voilà, tout simplement. Et pour finir, vos grandes lignes pour le nouveau mandat. Alors là, c'est pas pour finir, c'est pour commencer. Et là, nous recommençons l'interview. Parce que si je vous dis tous les projets que j'ai dans notre circonscription, mais les grandes lignes, nous n'arriverons pas à boucler. C'est toujours évidemment l'emploi. Ouais. L'emploi, c'est, je dirais, la première préoccupation de nos concitoyens. Donc, on a parlé de la zone Atelia, mais on a d'autres projets, bien sûr, dans notre circonscription, ailleurs qu'à La Ciotat. Je ne veux pas parler que pour La Ciotat. C'est bien sûr le logement. Continuons à faire un effort constant pour le logement. C'est, je dirais, l'implantation des PME, PMI. Il faut soutenir nos PME, PMI parce que c'est elles qui créent de l'emploi. Il faut aussi qu'on prenne une vraie dimension culturelle. Il faut qu'on continue à entretenir notre patrimoine. J'y suis très sensible. Je fais beaucoup d'efforts pour notre patrimoine un peu partout. Et puis, il faut aussi soutenir notre tissu associatif. C'est un lien social très fort. Hein, les associations, c'est fondamental. On en a énormément dans notre circonscription. Et puis, on a aussi, je dirais, c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans, depuis que je siège à la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale. Eh bien, je dirais un coup de chapeau à nos anciens, à ceux qui ont combattu pour la France, qui ont lutté pour la France et continuer à améliorer aussi leur sort. Regardez, par exemple, je me suis beaucoup engagé dans un très beau musée qui va être le musée de la Légion à Aubagne. On est en train de le reconstruire, de l'étendre, de le rénover. C'est un très beau projet. Bon, bah, c'est un musée à vocation régionale et voire nationale. Donc voilà. On a plein de projets. Des choses à poursuivre. Voilà, il faut simplement le petit clin d'œil que je fais à nos auditeurs et à nos concitoyens, ceux qui pensent que bon, finalement, je n'ai pas trop démérité, de me donner un petit coup de main le 10 juin et puis éventuellement le 17 également. Voilà, pour continuer. Continuer. Monsieur le député, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation et puis je vous souhaite bonne chance pour ces élections. Merci. Voilà donc Parole à la 9e, l'émission politique animée et présentée par Pascal Abadi. Nous avons reçu aujourd'hui donc le député sortant, candidat UMP donc à cette élection législative 9e à circonscription des Bouches-du-Rhône. Demain 11h, nous recevrons Joëlle Melin qui est candidate du Front National. Sachez également que la rédaction de la Ciotat Fréquence Nautique a invité les 12 candidats donc en lice pour cette élection. Donc Parole à la 9e, émission politique que vous pouvez retrouver sur internet sur notre site en podcast www.fréquencenautique.com.